Bonjour à tous, nous voilà connectés sur le Instagram de la Maison de la Métropole, en tout cas le Instagram que j'utilise régulièrement pour faire donc des échanges avec l'ensemble des acteurs économiques issus du territoire puisque je ne peux pas les rencontrer actuellement. Donc la seule possibilité que j'ai évidemment c'est d'être connecté via ces applications qui nous sauvent la vie entre guillemets en ce moment et qui nous permettent d'être connectés. Je vais avoir comme invité ce matin le médecin Frédéric Braccini. Hop, 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 hop. Alors ça commence bien, je vous mets une vision sur la cuisine. Hop, je vais donc inviter Frédéric. Hop, 2 minutes, même pas, 30 secondes. Il est ORL à Nice et je suis ravie de vous vous le présenter aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. Comment ça va ce confinement? Ça se passe bien? Ça va bien? Rassure-nous Oui, déjà. oui, Dis-nous tout que va tout va bien. bien. Oui, tout va Bon. bien. Tout va bien. Écoute, moi, comme tu le sais, j'ai perdu le goût il y a 6 jours maintenant. Et je sais que j'en ai pour un petit bout de temps, tu m'as expliqué. Ça va pas revenir comme ça. Donc, je suis patiente. Heureusement, je ne travaille pas dans la cuisine et je suis pas. Donc, c'est pas très handicapant, c'est pas très grave. De toute façon, c'est tellement mieux que tout le monde entend que je vais certainement pas me plaindre. Je suis à la maison et tout va bien. Alors Frédéric, avant qu'on démarre les échanges et les questions avec les personnes qui nous suivent et que je remercie, est-ce que tu veux te présenter, nous dire qui tu es, Frédéric? Alors moi je suis ORL, chirurgien de la face et du cou. J'ai fait ma formation médicale d'étudiant à Nice, donc au CHU de Nice. Et je suis ensuite parti dans les années 92 à Marseille où j'ai suivi un cursus pour mon internat de d'ORL chirurgie de la face. J'ai également été assistant et chef de clinique des hôpitaux de la Timone, ce qui fait que j'ai côtoyé l'équipe marseillaise d'infectiologie, notamment lorsque j'ai passé ma maîtrise de sciences et un certificat de bactériologie avec l'équipe de Raoult. Et puis ensuite, je suis revenu en 2001 sur Nice, où j'ai attaqué une activité libérale. J'étais aussi pendant 3 ans praticien attaché à l'hôpital américain de Neuilly, à Paris. Et voilà, donc j'exerce cette fonction d'ORL, de chirurgien, depuis maintenant 19 ans. Le temps passe vite. Et j'essaye d'être actif et toujours d'avancer dans ce monde passionnant de la médecine. Ça, c'est vrai. C'est selon moi le seul métier qui va vous sauver des vies. Le reste, c'est fait pour gagner sa vie, pour le coup. Mais la médecine, c'est vraiment, et on le voit aujourd'hui, l'engagement des médecins et des services de santé, honnêtement, on serait quand même très, très mal en point. Alors, comment est-ce que tu as aménagé ton activité depuis le début de ce confinement, Frédéric? Alors, dès qu'on a eu les décisions gouvernementales de l'arrêt de l'activité, de l'ARS, du président, on a dû adapter nos activités médicales et chirurgicales. On a tout de suite arrêté nos activités chirurgicales pour libérer les blocs opératoires. Et donc, ça fait bientôt 3 semaines, ça fera 3 semaines bientôt qu'on a stoppé les opérations chirurgicales pour laisser Moi, la place. j'ai une question là-dessus, Frédéric. Quand tu dis que vous avez libéré la place, c'est dans les hôpitaux privés, publics? Alors, moi, je travaille dans une clinique qui s'appelle la clinique Saint-François. Je suis président de la commission médicale d'établissement de cette clinique qui est une clinique privée. Une clinique qui n'a pas de service d'urgence, mais on a 6 blocs opératoires et donc on a dû libérer à la demande de l'ARS les interventions non urgentes pour éventuellement transférer de l'activité hospitalière qui pourrait être excédentaire vers notre structure et on l'a organisé pour être… Comment ? Est-ce que les lits que vous avez libérés aujourd'hui, ils sont utilisés à des fins de coronavirus? Alors, dans certaines cliniques, elle s'est préparée. Il n'y a pas de clinique aujourd'hui à Nice où il y a des patients de coronavirus en réanimation ou hospitalisés. Dans certains services où il y a des urgences, comme la clinique Saint-Georges par exemple, ils ont organisé leur établissement pour éventuellement recevoir des patients Covid-19, ce que nous, on ne peut pas faire dans la clinique Saint-François. Mais on a aménagé, par exemple, il y a un secteur psychiatrique qui est très développé, de pouvoir absorber la psychiatrie de ville, la psychiatrie hospitalière,
et on est prêt aussi à absorber les activités chirurgicales qui ne pourraient pas être faites au CHU. En fait, tout ce qui a été organisé dans les hôpitaux, les lits qui ont été mis à disposition et les blocs à disposition en cas d'épidémie, ce qu'on est en train de traverser, en fait, du coup, ça a muté vers les cliniques privées et vous prenez en charge, sont en charge les urgences, entre guillemets, qui ne peuvent pas être suivies par l'hôpital qui aujourd'hui accueille principalement le coronavirus. Oui. En fait, il y a plusieurs niveaux d'organisation de la santé pour le Covid, des établissements qui sont définis comme étant ceux qui vont recevoir en premier lieu, qui sont les plus performants en termes de matériel, d'équipe, et c'est souvent les CHU. Mais si jamais tous les établissements se remplissent au fur et à mesure, eh bien, ça déverse sur d'autres établissements. Et les établissements qui n'ont pas le label Covid-19 doivent être prêts pour récupérer les activités non Covid-19. Il y a par exemple à Marseille, à l'hôpital privé Clerval, je sais qu'il y a une grosse orientation de l'activité chirurgicale cardiaque ou neurochirurgicale qui a été réorientée directement vers la ville pour être prêt au CHU de Marseille d'absorber l'afflux de malades. En fait, tout va dépendre de la quantité de malades qu'on va recevoir et la capacité que l'on va avoir à les absorber. C'est ce fameux pic qu'on va être amené à pouvoir gérer. J'en profite pour remercier tous les gens qui nous suivent. Tu as des collègues à toi. Il y a Philippe Questemont qui est en ligne. Il y a Rudy, il y a Nanou, il y a la femme de Rudy Sall qui nous suit aussi, Annie, que j'embrasse très fort. J'espère que tout va bien à la maison. Et on a des start-upers qui nous suivent aussi. Enfin, on a aujourd'hui ce constat qu'on n'arrive pas à se voir et vraiment, ça me manque énormément. Moi, je suis, tu le sais, dans le contact. J'adore évidemment être au contact au plus près des acteurs économiques de ce territoire que j'affectionne, qui est le mien. Et heureusement qu'on a ces applications et le facteur humain, on arrive quand même à le maintenir. J'ai envie de dire que même on se soucie plus des gens aujourd'hui parce qu'on ne les voit pas que d'ordinaire. Je pense que tu as complètement raison. Ça permet, dans cette période de confinement, de garder le lien. Mais je crois que les réseaux sociaux et le travail que vous faites, il a un autre avantage aussi, c'est de permettre de diffuser une information, et ça va être l'occasion de le faire ensemble tout à l'heure, oui. Qui n'est pas celle que certains médias vont nous suriner. Et on peut aussi avoir des informations, discuter, avoir des analyses, des réflexions qu'on va pouvoir partager et pas être obligé d'accepter tout ce qu'on nous donne comme information par un seul média, par la télé. Donc les réseaux sociaux, ça permet aussi, et grâce à ces réseaux sociaux, de lever le voile, et pourtant on le voit dans cet environnement de la santé où c'est cadré, encore plus que moi qui ai connu le monde de la grande entreprise, qui vient d'un grand groupe où j'ai passé 17 ans avant de rejoindre Christian Estrosi il y a maintenant 6 ans, et c'est un pur bonheur, et encore aujourd'hui démontre à quel point je suis fière de travailler pour un homme qui a autant de convictions et qui se bat autant pour ses citoyens et pour son territoire, parce qu'ils sont rares aujourd'hui, ceux qui montent vraiment au créneau et qui lâchent rien. Et il en fait partie avec une seule motivation, c'est le citoyen au cœur de toute sa réflexion et de tous les combats qu'il mène. Et ça, c'est quand même aujourd'hui, on le voit, pour rebondir sur ce que tu disais avec les médias, on a cette possibilité, oui, de pousser des coups de gueule. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette infection et du Covid-19 ? Quelle comparaison on peut faire par rapport à une grippe saisonnière ? Alors, c'est très différent au début, et je pense que tout le monde s'est un petit peu trompé, l'a sous-estimé, même les meilleurs infectiologues l'avaient sous-estimé en termes de virulence et de gravité. Sur le plan clinique et global, j'ai jamais vu de virus mettre à l'arrêt 3 milliards d'individus sur la planète. Donc, il n'y a pas de grippe saisonnière qui a fait ça. Donc, c'est pas comparable en termes de contagiosité, c'est pas comparable en termes de gravité. Alors, ce virus, il a des formes cliniques qui sont différentes de celui de la grippe. On connaît tous le fameux V grippal, c'est avec un pic de température, une descente, une remontée sur quelques jours. Sur le virus du Covid-19, on n'a pas tellement ça. On a une symptomatologie sur laquelle on va peut-être revenir tout à l'heure, avec un train fébrile qui reprend presque 90% des patients. Généralement, ça se passe bien pour 80% des cas, mais on a des formes avec une aggravation assez brutale après 10 jours, et ce qui fait toute la gravité, à mon sens, de la maladie. C'est-à-dire que pendant un moment, vous avez des gens qui ont un syndrome un peu de toux, qui traînent, qui sont un peu fatigués, qui ont un peu de fièvre, et puis d'un coup, qui décrochent, qui nécessitent une hospitalisation. Et puis, on a des cas graves d'emblée, souvent sur les personnes âgées qui ont des tares
globale, notamment l'hypertension artérielle, parce que le virus passe par un petit récepteur probablement qui est celui d'une enzyme de l'angiotensine et de la conversion, et peut-être que c'est parce que c'est des récepteurs impliqués aussi dans la régulation de la tension artérielle que ces patients qui ont des hypertensions ou des traitements contre l'hypertension artérielle sont plus fragiles. Ça, on n'en sait trop rien. Mais enfin, le tableau, c'est pas du tout le même. Et puis la grippe saisonnière, elle est passée là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme vrai conseil? Parce qu'on n'entend pas vraiment, on ne met pas les bons mots sur les gestes barrières. Quels sont ces gestes barrières que nous, on peut mettre dans nos usages pour se protéger un maximum? Alors, les gestes barrières, ils sont bien connus. Hein, c'est ce que le gouvernement nous communique et nous informe. Hein, il s'agit d'utilisation de rester à 1 mètre d'une personne, de tousser dans son coude, d'utiliser des gels hydroalcooliques, de porter des masques. Tout ça sont des gestes qui sont de se nettoyer les mains chaque fois qu'on va toucher une poignée, se laver avec du savon aussi. Et ça, c'est important de le dire parce que le virus, il fait partie de ces virus avec un squelette qu'on appelle l'ARN et il est entouré d'une capsule. Alors, cette capsule, elle va lui permettre de rentrer dans le corps humain, de faire toute sa gravité, sa multiplication, notamment dans les cellules bronchopulmonaires et dans le système digestif. Mais cette enveloppe, qui est une couche lipidique, elle fait aussi toute la fragilité du virus. Donc en fait, si on élimine cette couche bilipidique, on désactive la toxicité du virus. Et donc il est très fragile. Donc les virus encapsulés sont très fragiles, beaucoup moins résistants en dehors du corps humain. Donc il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Est-ce que oui ou non, il faudrait que tout le monde porte des masques? Qu'est-ce que tu penses de ces histoires de masques? Alors, je pense qu'il faut qu'on ait une communication honnête et je crois vraiment que la communication qu'on a eue au début par le gouvernement en nous disant qu'il fallait surtout pas porter le masque de façon généralisée, elle était en fait expliquée parce qu'il n'y avait pas assez de masques et qu'on ne pouvait pas dire à la population portez tous des masques à mesure où il n'y en a pas et ça aurait créé des situations de panique. Là, le port du masque, les pays asiatiques qui ont vécu des crises d'infection de ces types d'épidémies sont depuis très longtemps portent des masques. Moi, j'étais toujours très surpris à l'aéroport de Nice ou dans d'autres aéroports de voir tous ces gens avec des masques. On ne comprenait pas trop. Et aujourd'hui, l'Europe est frappée par une épidémie virale où le masque représente un véritable barrage sur la contamination et on comprend mieux pourquoi les gens le portent. Alors oui, le masque, il faut le porter. Il faudrait le porter de façon générale pour beaucoup de raisons. La première, c'est que si tout le monde portait le masque, les fameux 80% ou 50% plutôt de formes aussi symptomatiques ou asymptomatiques qu'on nous a décrites. Pardon Fred, pas tous les mêmes masques du coup. On n'est pas obligé d'avoir tous le masque. Bien sûr que non, mais par exemple, il y a dans la population atteinte par le virus Covid, il y a une description, un rapport de, a priori, la moitié des gens qui sont des porteurs qui ont très peu de signes. Et ceux-là sont contaminants, moins que ceux qui ont beaucoup de signes, mais ils sont contaminants. Et ceux-là, s'ils portent des masques, si tout le monde portait des masques, on ne pourrait pas, avec les masques chirurgicaux, contaminer et diffuser le virus. Les masques chirurgicaux dont tu parles, qui sont ceux qu'on utilise quand on est au bloc opératoire, ils vont nous éviter de cracher, de postillonner sur un espace chirurgical ou d'envoyer vers quelqu'un qui est en face de nous des bactéries, des virus. Mais ils ne nous protègent pas dans le sens opposé de l'entrée du virus vers celui qui porte le masque. Pour cela, il y a un deuxième niveau de masque, il y a un masque avec des filtres, qui s'appelle le FFP2, et puis avec un autre niveau de masque beaucoup plus performant, plus cher, c'est le FFP3 avec système de valves d'aération et qui ont des filtres plus efficaces. Mais on n'a pas du tout ça. Les masques qui sont diffusés aujourd'hui, qui sont livrés aux médecins, aux soignants, sont des masques chirurgicaux pour l'essentiel. Et ce n'est pas des masques qui protègent les soignants d'une infection au Covid. Donc aujourd'hui, je vois à la télé des tas de reportages, vous avez des infirmières de réanimation, des femmes qui font le ménage dans des chambres de patients atteints par le Covid-19 qui ont des masques chirurgicaux. C'est un non-sens. Aujourd'hui, on a une pénurie de masques. On expose les soignants, toute la chaîne de soignants, à de la contamination et encore à la diffusion de la maladie. Et ça, on est passé à côté. Comment on peut expliquer que les hôpitaux soient en manque de masques, Fred? J'ai l'impression que c'est un truc qui ne peut jamais arriver. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la question. J'ai vu des tas de choses passer et des tas de rapports sur ce type de questions. Mais c'est des stocks de masques qui avaient été faits par certains gouvernements qui ont ensuite été annulés par les gouvernements suivants. Et aujourd'hui, on devait dépendre d'un fournisseur qui est la Chine. Et il se trouve que le fournisseur, il a lui-même été atteint de la maladie qu'on connaît. Donc là, ça remet en question beaucoup de choses. Ça remet en question la souveraineté de notre système de santé. On dépend des autres pour se protéger.
Et c'est grave. Nous, on vivait il y a quelques mois des tas de pénuries de médicaments qu'on n'arrivait pas à expliquer, du Soluprès, des antibiotiques, des médicaments de réanimation, parce qu'on dépend d'autres puissances étrangères. Et la mondialisation, les charges qui sont en France sur le travail, qui expliquent que toutes les entreprises délocalisent, sont un vrai problème. Et il faut que le gouvernement prenne conscience de ça, que les charges sont aussi une des raisons pour lesquelles les entreprises délocalisent. Elles ne délocalisent pas par plaisir. Quelquefois, Ouais. il y a des matières premières qu'on ne trouve pas en France, mais ce n'est pas le plus C'est souvent. pas la fabrication, en tout cas, oui, avec la santé, s'il y a bien un domaine avec lequel on ne doit pas lésiner, c'est bien la santé. Je suis sûre que tous ceux qui sont en train de nous suivre sont prêts à payer quelques centimes de plus pour avoir à effet immédiat des traitements et des médicaments sans rupture, parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de petits trucs qu'on ne trouve pas. Moi, par exemple, actuellement, j'ai l'habitude d'utiliser des larmes pour les yeux le matin pour hydrater. Il y a rupture de stock. D'accord. C'est juste dingue. Mm. Donc, c'est vrai que bon, ça pose un vrai problème. Alors, qu'est-ce que tu penses des tests de dépistage? Alors, les tests de dépistage, là aussi, on est largement en retrait par rapport à d'autres pays qui les font de façon systématique. C'est des tests qu'on appelle les tests à la PCR. En fait, ce sont des tests de recombinaison. On va faire un prélèvement généralement dans la muqueuse nasale ou pharyngée, là où il y a du virus. C'est là le premier passage du virus dans le corps humain. On prélève. Et ensuite, avec des méthodes de réplication, on va dupliquer l'ARN, le squelette du virus, et on va le multiplier. On va savoir si il est positif ou pas. Ce sont des tests qui s'exposent donc à un problème de sensibilité. Il faut que le prélèvement soit fait au bon endroit. Si on prélève sur une zone trop sèche, par exemple l'entrée du nez, on n'est pas dans l'endroit où il y aura la plus grosse charge virale. Donc, il faut faire un bon prélèvement. Et ensuite, il y a un autre problème pour les faux négatifs, en tout cas pour les manques de sensibilité, c'est si le prélèvement est fait au début de la maladie, au début des symptômes. On a une question, Fred, qui nous arrive. Si nous sommes porteurs sains, combien de temps pouvons-nous être contagieux? Si on est porteur sain, alors là aussi, je pense qu'on aura des analyses statistiques sur le schéma de contagiosité et d'évolution de la maladie après. Mais ce qui est classique de dire, c'est que la période d'incubation, c'est entre le moment où on a été au contact du virus et le moment où on déclenche des premiers signes cliniques. Quand on les déclenche, et toute l'intensité est différente, c'est 4-5 jours. D'accord. Ensuite, on va être malade et on va être d'autant plus longtemps porteur du virus qu'on exprime la maladie. Par exemple, si on exprime la maladie pendant 15 jours, on est porteur de la maladie. Et ceux qui décèdent en réanimation sont porteurs de la maladie jusqu'à la fin de leur vie. Le professeur Raoult avait notamment dit que le portage moyen était entre 20 jours et 30 jours. Et grâce à ses travaux et ses prescriptions, il arrivait à faire chuter, mais on en reparlera du professeur Raoult après, le portage à 7 jours. Ce qui est important à la fois pour le malade, mais aussi pour la contagiosité de la maladie. Bien sûr, pour la population entière, bien évidemment. Alors, le virus, est-ce qu'il reste dans l'air? Parce qu'on entend plein de choses. Donc, est-ce que oui ou non, on peut le retrouver dans l'air et combien de temps il reste sur les supports solides? Alors, les mesures qui ont été recommandées, celles de la distanciation d'1 mètre, elles sont bonnes parce qu'elles permettent de se mettre assez loin pour qu'un postillon ne vienne pas se porter sur le visage de la personne en face. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui avec les mesures sur les aérosols et sur la tenue du virus dans l'air, c'est qu'il pourrait rester, selon les conditions favorables, il ne faut pas qu'il y ait de vent, il faut qu'il y ait une hygrométrie suffisante, de l'humidité à un taux qui lui va bien, 2-3 heures dans l'air. Ce qui change un petit peu la donne et ce qui va aussi dans le sens du port systématique du masque. C'est-à-dire que si on passe après que quelqu'un est toussé dans un endroit, même s'il n'est pas en face, on peut imaginer que pendant 2-3 heures, le virus, que sous forme de nébulisation, ils sont encore un petit peu dans l'air. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est établi. Il reste 2-3 heures dans l'air. Il va doucement descendre par gravité au sol, mais il reste un peu dans le sol, dans l'air. Et ensuite, il va être posé sur des surfaces. Et moi, je voyais au début mon épouse ou des amis qui nettoyaient les courses quand elle rentrait du supermarché, alors qu'on est à l'isolement depuis 15 jours. On essaie de faire attention. Et je trouvais ces mesures un petit peu peut-être excessives. Mais aujourd'hui, tous les travaux qui sont faits, et je pense qu'on en aura encore plus après la crise, montrent qu'en fonction des surfaces sur lesquelles le virus va tomber, il va rester plus ou moins longtemps. Il y a des surfaces poreuses dans lesquelles il va traverser les tissus, il va rester quelques heures, 4-5 heures, il peut rester dessus. Mais par contre, sur le plastique, on le retrouve jusqu'à 72 heures après. C'est 3 jours. Alors, est-ce que c'est une forme active? Est-ce que c'est le virus, c'est le squelette et sa capsule?
ou est-ce que c'est que l'ARN? En tout cas, on retrouve de l'ARN et du virus 72 heures après sur les sacs plastiques. Donc, la recommandation de nettoyer les sacs qui arrivent Tout ce qu'on de achète. l'extérieur. Ouais, On jette les sacs, on enlève les cartons, on les fout à la poubelle, on prend l'ascenseur, on prend des lingettes, enfin, on ne touche rien. Quoi. On a un petit coucou de Bangkok qui nous arrive, c'est la famille Ricard qui vit, une partie vit à Bangkok et tu sais qu'ils ont fait un geste noble et solidaire puisque Ricard a offert des tas de produits qui contribuent à la fabrication des gels hydroalcooliques. Et cette grande société, voilà, comme beaucoup, on constate beaucoup de gestes solidaires et je le mentionne parce qu'ils sont issus de la région sud, comment ça, le Côte d'Azur. Oui, il y a beaucoup de solidarité, il y a une solidarité incroyable dans le monde de la santé, entre le monde public, les privés, les hôpitaux, les cliniques. J'étais tout ce matin en discussion avec la directrice de ma structure qui me disait qu'elle passe tous les jours, elle appelle pratiquement tous les directeurs de cliniques avoisinants. Donc il y a des liens importants qui sont créés. Il y a une solidarité nationale qui est assez incroyable et maintenant un peu européenne. Donc c'est aussi c'est remarquable aussi. Donc merci à tous les entrepreneurs qui nous aident. Bien sûr qu'il y a le système de santé, il y a les soignants qui sont au premier plan, mais il y a tous ceux qui aident la vie à continuer. Chacun à son niveau. Demain, je serai avec la société Codage, peut-être que tu connais, qui fabrique des crèmes, qui est niçoise, une société qui fabrique des cosmétiques et qui demain nous fera part de ce qu'elle fait justement pour venir en aide à sa manière, à leur façon, avec leur expertise, auprès des personnels de santé dans les milieux hospitaliers. Donc, on en parlera demain. Ça sera à ton tour de nous suivre, Fred. Je vois qu'il y a des médecins qui nous suivent de Paris. On a Anthony Boré qui est connecté aussi au cabinet de Christian Estrosi. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment, je suis évidemment très attristée, comme toi, d'être coupée physiquement des gens avec lesquels on a tellement l'habitude de travailler et de partager des moments évidemment personnels, mais cette chance de travailler avec des gens qu'on apprécie aussi et dont on est coupé aujourd'hui. En plus, on s'inquiète pour tout le monde. Donc moi, je suis voilà, j'ai hâte pour tout le monde. De ce confinement. Qu'est-ce que c'est que on s'inquiète pour tout le monde. Qu'est-ce que tu penses du confinement? Alors le confinement, c'est une mesure d'isolation, d'isolement qui est très ancienne, parce qu'elle avait été faite au début du XIVe siècle pour des grandes épidémies, pour la peste, pour le choléra, pour la variole. Et à l'époque, nos anciens, ils n'avaient pas toutes nos mesures statistiques épidémiologiques pour mesurer l'efficacité d'une pandémie virale, mais ils avaient observé qu'au bout de 40 jours environ, si on laissait quelqu'un qui revenait sur les ports isolé, et si après 40 jours, eh bien, il n'était pas décédé et qu'il était en vie, c'est qu'il n'était plus malade d'une infection virale. Alors pour le Covid-19, la quarantaine, elle est facilement explicable. On sait qu'on a une période d'incubation d'environ, en moyenne, 5 jours, avec un maximum de 14 jours. C'est pour ça qu'on a fait, le gouvernement a demandé un isolement de 14 jours au départ. C'est pour vraiment, si le confinement a bien été établi, ceux qui ont été malades au début devront exprimer la maladie dans les 14 jours. Donc 15 jours maximum de période d'incubation, 10 à 15 jours d'expression de la maladie, et ensuite, encore à la fin de la maladie, une période de contamination potentielle de quelques jours, 5 jours, 10 jours maximum pour certains. Donc on est, si on fait la somme de tout cela, autour de 40 jours. Donc on estime que si on pendant 40 jours, tout le monde reste au confinement et respecte des règles d'hygiène, des mesures barrières dont tu as parlé, la désinfection des sacs quand on les récupère, eh bien on va donner un vrai coup de frein à la maladie, voire on devrait l'arrêter, et on permettra l'écrasement du pic d'accès aux services de réanimation, et donc une meilleure gestion. Parce que la maladie, elle n'est pas très grave. 80% des gens, elle n'est pas très grave. Elle est grave, mais 80% des formes sont relativement bénignes, et 20% justifient parfois des traitements importants. Hier encore, j'ai un de mes amis qu'on a hospitalisé. Ça faisait 10 jours qu'il avait une bronchopneumopathie sévère. Il est rentré donc hier soir au CHU Pasteur. Aujourd'hui, la tension du remplissage hospitalier des services du 06, elle est de 60% environ. C'est-à-dire qu'on a 30 à 40% encore des lits de réanimation qui sont disponibles. On n'est pas encore en tension maximum à Nice. Et donc, je suis content pour lui parce que je sais que si il a une forme qui se dégrade, il va pouvoir aller en réanimation, on va pouvoir lui donner toutes les chances pour vivre. Mais si le pic arrive, si le confinement n'est pas respecté comme il faut, à ce moment-là, ceux qui
après la saturation de nos services de soins vont arriver dans les services de santé, ils n'auront pas toutes les chances pour être soignés. Et là, le drame, il est là. Il est vraiment là, le drame. Il est que si les services sont saturés en réanimation, eh bien, les gens, il y aura des sélections à faire, peut-être des sélections sur les antécédents médicaux, sur l'âge, sur l'état général des patients à faire. Et c'est une situation qu'il ne faut pas qu'on vive, comme a vécu Il faut l'Italie. absolument pas sortir, quoi. Je trouve ça dommage, les gens qui sortent, qui comprennent pas. Je crois que des mesures sont prises, hein. En tout cas, je suis certaine pour notre territoire. Évidemment, toutes les mesures. On a sur le site de la ville, je vous encourage vraiment, là, tous ceux qui nous suivent, à aller sur le site de la ville de Nice et de la métropole, du département, de la région. Beaucoup de choses sont organisées avec des listes de magasins ouverts qui livrent. Donc, évitez de sortir. Tout a été mis en place pour permettre de rester confinés dans de bonnes conditions. Donc, ne pas user de tous ces services, je trouve que c'est pas responsable, c'est pas solidaire. Il faut vraiment, vraiment que les gens comprennent ce que tu viens d'expliquer. Le confinement, c'est essentiel, vraiment. En tant qu'ORL, toi, Frédéric, quelles sont les manifestations habituelles et les plus rares de cette maladie? Alors, on connaît donc les formes cliniques les plus fréquentes. La fièvre, on a soit des formes peu symptomatiques, soit des formes symptomatiques. Quand on a des formes symptomatiques, la fièvre, elle représente 90% des symptômes. C'est pour ça qu'en Chine, il y a des détecteurs de fièvre pour le Covid-19 et il est difficile d'être, voilà, difficile d'avoir, si on a de la fièvre, c'est que vraiment, c'est un signe pathognomonique, enfin typique de la maladie. La toux représente 60 à 80% des cas. Il y a une fatigue, comme dans la plupart des syndromes viraux, autour de 70%, des myalgies, quelques céphalées. Et sur le plan ORL, on a, nous, décrit, le comité des ORL, des signes surprenants qui commençaient à apparaître il y a quelques semaines. Et moi, j'ai vu des patientes qui avaient ce type de symptômes et j'étais un peu étonné. C'est la perte, et toi tu l'as eu, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. Et souvent, les deux symptômes sont confondus. Les patients disent j'ai perdu le goût et l'odorat, mais en fait, ils ont perdu que le goût. Parce que les virus, généralement, atteignent les fibres olfactives qui sont sur la partie haute du nez. Et en fait, non, c'était déjà des premiers signes. Et aujourd'hui, ce sont des signes, le trouble du goût, le trouble de l'odorat, qui sont assez typiques de l'infection à Covid, ce d'autant qu'il n'y a pas de nez bouché. Il n'y a pas de rhume, en fait. Et donc, le fait qu'il y ait donc une baisse de l'odorat et une perte du goût, ce sont des signes assez typiques en ORL. Et là, les premières études, bon, il n'y a rien de grave, hein, mais disons qu'une personne, on peut avoir des pertes partielles, comme tu l'as eu toi, ou des pertes totales, comme on le voit, mais la récupération, elle n'est pas garantie. Donc aujourd'hui, on estime autour d'une personne sur deux qui récupère son odorat et son goût. Donc rien n'est gagné, il faut que la repousse nerveuse se fasse, il faut être patient. Et comme toute atteinte sensorielle, elle met un petit peu de temps avant de récupérer, souvent plusieurs mois. Il y a de nouvelles manifestations qu'on a eues. On ne sait pas si elles sont rapportées au Covid-19 ou pas. C'est des parotidites, c'est-à-dire des atteintes des glandes salivaires isolées, sans pus, sans expression purulente, ou des chondrites, une inflammation des pavillons d'oreille isolés. On ne sait pas si ça sont des manifestations qui peuvent être rapportées au Covid. Le plus typique, c'est la perte en ORL, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. D'accord. On avait une question, Fred. Selon toi, comment est-ce qu'on va gérer la deuxième vague, le pic? Je ne sais pas. Je ne suis pas voyant. Je ne sais pas du tout. Je voudrais qu'on n'ait pas la même chose qu'en 1918-1919 avec des vagues plus importantes. J'ai écouté beaucoup de travaux, notamment sur des virologues, sur l'immunisation faite par le virus. On a entendu tout et son contraire. Donc, a priori, et les travaux qui ont été faits sur les singes, notamment sur la réinjection de virus à des singes qui ont l'immunité des anticorps circulants, semblent montrer que les gens qui ont les anticorps, et on le saura avec les sérologies, sont protégés. Parce qu'il y a des gens qui disent, comme le virus rentre avec des clés dans le corps humain, il va se poser sur des récepteurs. Le récepteur qu'on connaît le plus, c'est le récepteur ACE2, celui dont on a parlé tout à l'heure, de l'angiotensine. Mais il utiliserait aussi d'autres récepteurs avec ces petites spicules pour rentrer. Donc certains imaginent qu'il peut y avoir des réinfestations, des cas de nouvelles rechutes, mais qui sont peu probables. A priori, quand on est vacciné, quand on a été au contact, on a fait un Covid-19, on est immunisé. Et si le virus ne mute pas, s'il n'évolue pas sur le fond de façon saisonnière,
il n'y a pas de raison de refaire d'infection. Par contre, ce qu'on ne va pas maîtriser, c'est après le confinement, s'il reste encore quelques cas qui vont encore contaminer, si ça va repartir, c'est difficile ça. Donc il faut apporter des masques, faire des sérologies. Il faudrait être très vigilant en vérité à la fin du confinement. Il ne Après le confinement, va falloir se ruer dans les boîtes de nuit, dans les bars, les restaurants, même si on veut que les commerces repartent très vite, il va falloir qu'on soit quand même vigilant et qu'on garde un peu des gestes barrières. Complètement. Le masque va certainement, on aura des quantités qui vont arriver de façon suffisante, donc il faudra certainement continuer à ça. Les gestes barrières vont continuer. Ça va changer notre vie, hein. Je pense, comme les Asiatiques. Nice, on a organisé des drive masques. Hein. Heureusement, la métropole a réagi très tôt. Et comme les tests qui sont faits aussi en drive, on arrive à faire et à remettre au personnel soignant, aux associations, à tous ceux qui sont en contact direct, des masques. Je pense que aller sur le site de la ville. Oui, ce qu'a fait Christian Estrosi est remarquable. Hein. Sincèrement, il a pris des décisions précoces, que ce soit le couvre-feu, que ce soit la mise à disposition en quantité importante pour pas uniquement le corps médical, des masques. Il nous aide dans tous les sens. La mise à disposition de la chloroquine pour le CHU. Il a pris des décisions fortes. Il s'est engagé et franchement, c'est tout à son honneur. Il n'a pas laissé le temps décider de ce qu'allait devenir l'évolution de cette épidémie. Il l'a dirigé. Et pour l'instant, à Nice, on est quand même un peu en deçà des autres régions et même de la région PACA, parce qu'aujourd'hui, on n'a que 115 cas, je crois, hospitalisés. Donc, tant mieux. On est quand même un petit peu, alors qu'on est proche de l'Italie, que les frontières n'ont pas été fermées. Donc, ce qui a fait remarquable, la fermeture de la province des Anglais, des grands axes, les drones, il a fait prendre conscience que la mise en confinement est quelque chose d'important pour nous, mais pour tout le monde. Je lisais aussi que 60% aujourd'hui des gens qui sont porteurs du virus sont les moins de 65 ans. C'est grave. Ah oui. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, qui sont le plus touchés, ont plus de 75 ans. 80% des décès concernent des gens âgés. Et plus de 60% des porteurs du virus sont les jeunes. Ceux qui bougent, ceux qui sortent. Ce sont la population active. Donc, il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'on le fait pour nous. Parce que d'abord, on n'est pas protégé à 50 ans, à 40 ans. Et on a vu le drame de cette jeune fille de 16 ans. Mais on met en danger, avec ce virus les plus âgés, notamment. Et du coup, les cas de réinfection. Voilà. Alors, quel est ton avis sur la chloroquine, toi, et sur le professeur Raoult? Si tu veux, on peut parler de chloroquine, mais j'aurais peut-être pu te donner avant parce que c'est finalement un traitement de fin. Pourquoi de fin? Parce que... Non, mais disons que il y a des mesures à prendre avant, des mesures de traitement qui sont, à mon avis, à mettre. Qu'est-ce que tu prescris aux gens qui ont les symptômes, les premiers symptômes? Alors, quand on a un syndrome viral classique et un Covid-19, c'est pareil. La première chose, c'est la mise au repos. Je recommande de prendre de la vitamine C à forte dose, à bonne dose, volontiers 2 grammes, 3 grammes le matin, pour ceux qui la supportent. Je recommande de prendre des comprimés de zinc, idéalement en picolinate. C'est-à-dire le zinc, ça diminue la réplication du coronavirus. C'est connu. Donc, de prendre ces comprimés de zinc. La vitamine C qui est également utilisée à forte dose en réanimation en IV à des doses très élevées pour sauver les gens du Covid. Donc, la vitamine C, le zinc, le repos, le Doliprane dès lors qu'on a un peu de fièvre, qu'on est fatigué, qu'on a un peu de frisson. J'utilise aussi des huiles essentielles et notamment celles des lauriers nobles qui ont une preuve d'action sur les coronavirus. Il faut surtout il ne faut pas utiliser d'ibuprofène, tout ce qui est INS, il ne faut pas s'automédiquer. Et ça, c'est le grand paradoxe, et on va en revenir tout à l'heure sur la chloroquine, c'est qu'aujourd'hui, on nous interdit d'avoir de la chloroquine, mais on met en vente libre l'ibuprofène, qui aujourd'hui a des effets secondaires très importants en lui-même, mais est reconnu comme étant un facteur aggravant de la maladie au Covid. Et il y a également un dernier conseil que je donne, c'est d'éviter les lavages de nez. Il faut pas, même si on a le nez un peu congestionné, il faut éviter de se le laver parce qu'on va faire rentrer et pénétrer plus en dedans la charge virale qui va pouvoir descendre derrière. Donc on a tendance à vouloir se laver le nez, il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas prendre d'INS, il faut suivre ses conseils. Si on a avec ça pas d'amélioration, c'est quoi l'INS? Parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent, on a beaucoup de start-upers,
Et les lavages de nez, on nous demande, il y a Josiane qui nous dit, coucou Josiane, est-ce qu'on peut se laver le nez ou pas? Non, justement, il ne faut pas. Parce qu'il faut imaginer que le virus, sa première étape, les premières portes qu'il va ouvrir, elles sont les portes hautes, respiratoires hautes, c'est le pharynx, le nez. Donc, si on le laisse là, il va moins avoir tendance à descendre derrière. Si on injecte c'est mécanique, on le voit, on le transporte par la main, on peut le transporter à l'intérieur du corps. Si on fait des lavages de nez, on va faire diffuser en arrière le virus. Donc, il ne faut pas faire de lavage de nez. Et les AINS, ça veut dire anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a les anti-inflammatoires, il y a la cortisone qui est un anti-inflammatoire naturel, et les AINS qui sont des anti-inflammatoires de synthèse, comme ibuprofène qui est en vente libre. Et ces produits-là ont prouvé qu'ils aggravaient les infections au Covid-19 et ils pouvaient être à l'origine des décès. Donc, il faut faire très attention à ne pas utiliser d'anti-inflammatoires de type ibuprofène. Si tu n'as pas du tout d'amélioration avec des traitements stables, de départ comme ça, moi j'ai tendance à introduire rapidement un antibiotique de type Zithromax, un macrolide, qui est un antibactérien, antiviral aussi comme antibiotique, et qui va permettre de protéger aussi les surinfections bactériennes. Et puis aider le patient à passer ce cap. Si maintenant tout ça, ça ne donne pas d'effet. On nous parle de vitamine D, Fred. Oui. Il faut aussi de la vitamine D. Oui, tout à fait. Je suis désolé, je l'ai oublié. La vitamine D aussi est recommandée pour la lutte contre cette infection. Et, pas d'aspirine? Non, l'aspirine, non. Ok. Il faut la vitamine D3. Donc, ce schéma de prescription, l'antibiotique en deuxième palier. Et si le patient se détériore, à ce moment-là, comme nous, on n'a pas d'accès en plus à la prescription de chloroquine, c'est de tout de suite l'amener, de l'hospitaliser et de le faire prendre en charge à l'hôpital avec souvent un scanner des poumons et un test le scanner des poumons qui, à lui seul, peut, plus de 90% des cas, confirmer la maladie. On nous demande s'il est bien de manger des légumes, légumes et fruits crus. Est-ce que tu conseilles de tout cuire? Est-ce qu'il y a une contagion par les légumes et fruits frais? Et coucou Nanou. Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que il faut les laver. C'est une recommandation. Mais une fois que les légumes sont dans le corps au niveau de l'estomac, il y a des enzymes qui vont bien entendu. Voilà. Mais il faut les laver, bien sûr. Alors, on revient maintenant sur la chloroquine. Est-ce que tu peux nous livrer ton avis? Alors, le dossier de la chloroquine, c'est un dossier compliqué, mais je pense que sur le fond et sur la forme. Et ce qui, moi, m'interpelle, et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le domaine de la santé. La chloroquine, c'est un médicament. Et ceux qui déterminent si on peut l'utiliser ou si on ne peut pas l'utiliser, ce ne sont pas les médecins, ce sont les politiques. Et que le pouvoir politique, aujourd'hui, domine le pouvoir des soignants et c'est totalement anormal. C'est totalement anormal que le Conseil de l'ordre, par exemple, des médecins, s'est positionné de façon, dans les Alpes-Maritimes, très forte, et ce sont des spécialistes, nous sommes spécialistes de la médecine, c'est notre métier, pour soutenir la prescription de chloroquine. Mais avant de parler de la chloroquine, il faut aussi dire des choses simples, c'est que les médicaments, ce n'est pas des bonbons. Non. Voilà, que les médecins ne sont pas des charlatans, et que les pharmaciens ne donnent pas des bonbons, c'est-à-dire qu'ils ne prescrivent, ils délivrent des médicaments que sur ordonnance. Donc on peut imaginer que ceux qui sont en mesure de juger si une infection nécessite ou pas la prise de chloroquine, c'est le médecin avec l'accord de son patient. Ce d'autant qu'on peut très bien prescrire des médicaments hors autorisation de mise sur le marché avec l'accord du patient. Donc si on informe au patient qu'il est dans une phase qui pour nous, on justifie qu'il a besoin de chloroquine, eh bien il faut qu'on puisse le faire. Alors, que penser de la chloroquine? C'est un médicament qui est connu depuis fort longtemps pour traiter le paludisme, qui est utilisé aussi pour traiter des maladies auto-immunes, des rhumatismes. Est-ce que ça veut dire, Fred, que du coup, les gens qui prennent pour le traitement depuis de longues années pour traitement de palu, ils sont immunisés contre le coronavirus? Alors, il semblerait que les zones où il y a les traitements antipaludiques qui soient développés, il y a moins de Covid, mais il y a aussi un autre problème, c'est que les prescriptions, les posologies de la nivaquine ou de la chloroquine sont en préventif beaucoup plus basses que celles qu'on va utiliser pour traiter le Covid. C'est D'accord. pareil. Donc, ce n'est pas les mêmes posologies.
Là, le protocole recommandé par le professeur Raoult, en plus, il associe la chloroquine avec Vitromax et dans certaines formes graves avec une céphalosporine, c'est un autre antibiotique d'une autre marque. Donc, ce n'est pas que l'hydroxychloroquine qui est dans le protocole de Raoult, c'est associé au macrolide. Il y a un professeur à New York qui a sorti une série de plus de, je crois, 700 cas de patients traités à la chloroquine, où lui va associer la chloroquine, le macrolide et du sulfate de zinc associé. Et sur 600 cas, il n'a aucun décès, aucun effet secondaire, aucune hospitalisation, aucune intubation. Quand est-ce qu'il les a donné, ces traitements, Fred? Il n'a pas attendu que les gens aillent très mal. C'est-à-dire qu'il l'a donné au début? Je crois que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que la chloroquine, à mon avis, soit prescrite dès que le tableau clinique devient instable. Mon ami qu'on a hospitalisé hier, avec 80% de saturation qui commençait à ne pas être bien, c'est typiquement quelqu'un qui a besoin rapidement d'un démarrage de traitement par la chloroquine. Alors, on peut le commencer plus tôt, mais on va nous mettre en opposition les possibles effets secondaires, cardiaques, rétiniens. Si on fait une surveillance médicale avec les électrocardiogrammes, la plupart de nos confrères médecins généralistes disposent de CG et peuvent suivre parfaitement les patients s'ils souhaitent prescrire de la chloroquine. Et pour ceux qui n'ont pas de CG, on peut très bien faire ça en support avec nos confrères cardiologues et également un suivi biologique du potassium. Donc, c'est pas... Moi, ça me fait un peu sourire parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire c'est un peu dangereux. Mais si on réfléchissait dans un domaine qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, c'est celui de la cancérologie. Oui. En cancérologie, il y a des gens qui sont atteints de maladies avec des fois des pronostics de vie qui ne sont pas énormes. On va leur donner de la chimiothérapie parce qu'on estime qu'il faut leur donner la chimiothérapie, qu'il faut tout tenter pour les sauver. Ces produits de chimiothérapie, ils ont des effets secondaires bien, bien plus lourds que ceux de la chloroquine. Et même si on a 20% de chances de survie sur un cancer, on y va, on met nos chimiothérapies en route et on tente tout pour le tout. Et aujourd'hui, pour la chloroquine, je ne sais pas pourquoi, on nous empêche d'avoir, nous médecins, une liberté d'analyse, de diagnostic et de prescription. Après, est-ce que ce sont les stocks? Est-ce que ce sont les dogmes qui font que... Est-ce que ce sont les conseils scientifiques qui entourent le président de la République? Est-ce qu'il y a des conflits d'ego? Est-ce qu'il y a des guerres entre Marseille et Paris? Malheureusement, c'est peut-être ce qui se passe. Et je ne sais pas si, malheureusement, après les nombreux décès qui arrivent, qui va répondre? Si on nous prouve que la chloroquine est efficace et que les familles vont se retourner malheureusement de patients décédés et qui vont déposer plainte, l'État va devoir répondre. Alors, est-ce qu'on teste aujourd'hui dans des bonnes conditions, Frédéric, ce protocole? Est-ce que, selon toi, il est testé de manière à pouvoir avoir un regard objectif sur la proposition du professeur Raoult? Alors, ce qui est certain, c'est que l'étude Discovery qui est lancée, dans laquelle on va inclure un bras de trait d'essai avec la chloroquine, elle n'est pas du tout celle des indications que recommande le professeur Raoult. Dans Discovery, on prescrit sur des gens hospitalisés en situation grave la chloroquine, en plus isolée, sans l'azithromycine, sans les C3G. Donc, l'étude Discovery, à mon avis, elle n'apportera pas grand-chose. Et on ne laisse pas du tout la place officielle à analyser l'efficacité des protocoles du professeur Raoult. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave. Raoult, il s'en fout. Raoult, c'est un pragmatique. J'ai beaucoup d'estime pour cet homme. Je l'ai croisé. C'était un homme assez froid. Ce n'était pas un marrant quand il était à la Timone à l'époque. Mais je trouve que la cabale qu'on lui fait aujourd'hui, elle est odieuse. C'est un homme qui a eu beaucoup de courage. Il n'a peut-être pas le costume idéal du... Ça, c'est très français. Hein. Il faut avoir l'habit en adéquation. Mais il a beaucoup de mérite. Il n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup d'avantages dans cette affaire, alors que d'autres en ont certainement beaucoup plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il a fait 2 études. La première, il publie 24 cas. On lui dit elle n'est pas bonne, il y a des biais, il n'y a pas assez de monde. Et ils ont raison. C'est une médecine intuitive. Mais la médecine intuitive, elle a fait partie aussi du développement de la médecine et on n'a pas besoin d'attendre toujours d'avoir des études en placebo, en double aveugle pour prendre des décisions. Des fois, l'observation clinique sur quelques cas peut suffire ou donner en tout cas une tendance sur l'efficacité d'un traitement. Ces 24 cas, très bien. Il a mené une deuxième étude qu'il a soumise pour une publication dans une revue en infectiologie sur 80 cas.
Et là, il a montré des choses qui ont confirmé la première étude. Et il a confirmé qu'après 7 jours, plus de 90% des gens n'ont plus de virus. Et dans sa série de 80 cas, il y a un seul décès. Alors on va vous dire, oui, peut-être, et si on avait laissé ces mêmes personnes sans traitement, est-ce qu'elles seraient décédées? C'est pas très éthique de faire des choses pareilles. Ce type de double aveugle n'est pas très éthique. Mais c'est pas très grave. Il va beaucoup plus loin, et lui, il n'y a que les chiffres qui parlent. Et hier, sur son site de l'université d'Aix-Marseille, le site de son institut, il a mis un encadrement. 1291 patients traités, 1200, un seul décès. Wow. Donc, au-delà du succès sur les malades traités, il y a aussi un impact considérable sur la contagiosité et la diffusion de la maladie. Voilà. Et puis, il n'est pas le seul à parler de la chloroquine. Il y a de nombreux pays qui l'ont autorisé. On a Monaco, on a le Maroc, on a les États-Unis. Il y a tous les jours des pays qui déclenchent l'accès à l'hydroxychloroquine. Et puis, il y a une étude qui est quand même aussi marquante, c'est celle de ce médecin Zelenko à New York, qui hier, je crois, a publié près de 700 cas de traitement avec l'hydroxychloroquine, un macrolide, comme celui de Raoult, et du sulfate de zinc. Il n'a noté aucun décès, aucune hospitalisation, aucun effet secondaire, tous les patients guéris. Ça laisse aussi réfléchir. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui, si les médecins se mettent dans une situation où ils peuvent surveiller les effets secondaires d'une molécule, parce que maintenant on est en train de sortir que les effets secondaires, eh bien, on n'a pas tellement de raison d'empêcher les médecins de prescrire un médicament. On le fait tout le temps. Combien de fois, moi, j'ai prescrit des antibiotiques à quelqu'un qui commençait à avoir une petite virose et je voulais lui éviter un passage sous une forme plus grave. Donc, on est libre de prescrire, d'essayer des médicaments. Et puis, il y a toujours un effet. Enfin, aucun médicament n'est pas accompagné de méfaits. On les a pas tous et pas de la même manière. Mais en tout cas, il y a toujours un méfait à un traitement que l'on prend. On ne peut pas l'éviter, malheureusement. C'est certain. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'ibuprofène ou même du doliprane. Le doliprane a des effets. Le drame aujourd'hui, c'est qu'après ça, on va avoir des tas de personnes qui vont consommer du doliprane comme des bonbons, comme des pilules. Là, actuellement, on a le droit de prendre le doliprane. On a tout à l'heure. Oui, mais il y a une posologie. La posologie de doliprane, s'il faut respecter toutes les 6 heures, on prend un gramme. Mais si vous avez des gens qui pensent que le doliprane, on peut le prendre de façon plus large, on va avoir des tas d'effets secondaires de doliprane, notamment sur le foie, qu'il va falloir gérer. L'ibuprofène, pareil, l'ibuprofène qui a été pris dans beaucoup de quantités. Moi-même, je me suis fait un ulcère avec l'ibuprofène. Donc, ce sont des médicaments qui ne sont pas sans effets secondaires et pour autant, on les laisse en vente libre. Et là, parce qu'on a un effet potentiel grave sur le cœur notamment, on est en train de nous bourrer le crâne pour nous dire non, non, c'est trop dangereux. Mais tous ces morts, tous les jours qui s'accumulent, 300, 400, 500, peut-être 1000 dans les prochains jours, on a dépassé les 7000 morts en France, ce qui est beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire aux familles? Est-ce que s'ils avaient pris la chloroquine de façon précoce ou pas, ça aurait changé la donne? Ça va ouvrir des situations compliquées dans le futur sur l'après. Je pense. Bien. Du coup, tu en penses quoi, toi? Tu crois que le gouvernement, il a anticipé et géré la crise ou pas? Alors, là aussi, je ne suis pas un spécialiste, ni un épidémiologiste, ni un infectiologue, ni un politique. Je pense simplement que le gouvernement, globalement, il gère assez bien la crise sur le plan économique et financier. On a beaucoup d'aides, encore que le chômage partiel, ils mettent un petit peu de temps à se mettre en place, les aides, mais en tout cas beaucoup d'annonces pour cadrer sur le plan économique la France, et je trouve que ça c'est bien. Ce qui sera plus difficile à gérer, c'est le rebond social qu'il risque d'avoir après, et ça, ce ne sera pas évident. Mais concernant la gestion sanitaire, ils font le maximum, et Olivier Véran, c'est pas qu'il fait de la peine, mais quand on le voit apparaître tous les jours un peu plus blanc, un peu plus fatigué à la télé, on sent que cet homme, il est impliqué dans cette crise. Mais il a toujours. C'est un médecin, enfin, il vient de la santé, donc. Non, on le voit bien que cet homme, il fait le maximum, mais on voit aussi qu'il est en retard. Ils sont toujours en retard. Ils ont été en retard dans l'approvisionnement, ils sont en retard dans les décisions. Il y a à chaque fois comme un espèce de décalage entre ce qui se passe et les réactions faites. Et les masques sont pas là, les tests sont pas là, donc les gens se contaminent davantage, les gens meurent davantage. On leur donne pas la possibilité d'essayer les bons traitements au bon moment. C'est compliqué de voir le. On nous dit qu'en Corse, ça te parle, hein, tu as ton fils en Corse et tu es Corse aussi. Le CHU de Bastia donne aux patients positifs au Covid-19 la chloroquine. Oui, c'est
c'est depuis 48 heures. Et la Corse et le président de l'exécutif et le président de l'Assemblée de Corse sont allés plus loin, puisqu'ils ont saisi le tribunal administratif et pour le Conseil d'État pour leur imposer la mise à disposition de la chloroquine. La Guadeloupe a fait également un recours devant le Conseil d'État avec le tribunal administratif et il y a des contentieux qui sont en train de s'ouvrir parce que les gens veulent tout tenter pour obtenir, pour essayer de sauver des patients et éviter d'avoir ce drame qui est en train d'arriver. Et le drame, bien sûr qu'il est là, le drame, mais il risque de s'acutiser si les hôpitaux ne peuvent plus faire face. Et il est là, le drame. Est-ce que tu es inquiet, Fred? Alors, non, je ne suis pas spécialement inquiet à titre personnel parce que j'ai une connaissance de la maladie, je suis médecin, mais je suis quand même inquiet quand je vois les formes cliniques que peut prendre cette maladie, les tournures que ça peut donner, les décès que ça peut générer, le nombre de décès sur une aussi courte période. On va passer le cap, hein, on va traverser, on va rebondir après, on sera, comme on dit souvent, plus fort, mais on sera surtout très différent. Moi, je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a une collaboration qui est remarquable par l'intermédiaire des ARS, entre tous les secteurs, entre tous les niveaux, entre le public, entre le privé. Tous les personnels sont impliqués. Et puis, depuis quelques jours, ce soutien que l'on observe avec les pays européens. Et je ne sais pas si nous, Français, on aurait été aussi accueillants si un pays voisin était infecté et qu'on aurait pris nos cas. Je ne sais pas comment on l'aurait reçu. En tout cas, je trouve que ce que font l'Allemagne, la Suisse, c'est remarquable. Il faut les remercier. Oui, c'est vrai. Et bon, il y a quelqu'un qui nous demande, Fred, une fois qu'on est guéri du Covid-19, est-ce qu'on peut le rattraper? C'est la question qu'on a évoquée tout à l'heure. Je pense que la personne n'était pas encore sur le forum quand on en a parlé. Les premières études virologiques semblent montrer qu'une fois qu'on a fait la maladie, on est protégé contre cette maladie. Donc, cette année, en tout cas. Après, on ne sait pas comment va se comporter le virus. Est-ce que ça va être un virus un peu saisonnier? Est-ce qu'il va muter comme le virus de la grippe? Mais ce qui est sûr, c'est que le vaccin sera nécessaire parce que le vaccin va permettre de couvrir l'ensemble des surfaces antigéniques du virus et pouvoir donner une réponse immunitaire complète. Alors qu'aujourd'hui, on sait que le virus, il pourrait peut-être, s'il change de forme antigénique, recréer une infection. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est est-ce que tu mettras sur ton site quelques conseils de traitement, peut-être pas de traitement parce qu'on va s'automédicamenter, mais en tout cas des prescriptions, des gestes barrières. Est-ce que tu vas laisser quelques notes sur ton site? Alors, depuis la mise en confinement, et moi je me suis inscrit sur la réserve sanitaire, je suis également mis à la disposition du service d'ORL du professeur Castillo, mais j'effectue de nombreuses consultations en ligne. Et à ce moment-là, je fais des prescriptions d'ordonnances en ligne, oui, gratuites pour les patients, pour les opérer, pour ceux qui en ont besoin. Donc, il ne faudra pas hésiter à me solliciter si vous voulez, si je peux aider les patients dans ce sens. Tu gardes le contact avec ta patientèle. Quelles sont les questions qui reviennent, les inquiétudes de tes patients? Ce qui est étonnant, c'est que dès lors qu'on a complètement annulé toutes les consultations non urgentes, on s'est aperçu qu'on a très peu de gens qui sont malades et on a des questions dans la spécialité qui sont moins fréquentes et on a des questions maintenant, moi j'ai des questions sur des sinusites, sur des otites, sur le Covid bien sûr, et donc je réponds et j'envoie des ordonnances quand des fois je fais des consultations avec WhatsApp ou de la vidéo pour si j'ai besoin de voir le patient. Alors, pour clôturer, sauf si on a d'autres questions, en tout cas, on a eu beaucoup de messages très positifs. Merci, tu es très clair. Merci pour ces bons conseils. Enfin, vraiment, on a eu de jolis messages pendant qu'on échangeait sur Instagram. On le voit autour de nous tous et en se parlant régulièrement, nos visages sont transformés. Par obligation, on subit ce confinement, donc tous. On s'est organisé avec ça et on a adopté de nouveaux usages. On a pris conscience aussi de certaines choses. Hier, j'étais avec Luana Belmondo en Insta Live et par exemple, elle nous disait qu'elle n'achèterait plus de la même manière, qu'aujourd'hui, elle va à la fin de l'utilisation de ce qu'il y a dans le frigo avant de ressortir pour faire des courses. Toi,
dans ton quotidien depuis que tu es confinée, depuis bientôt 2 semaines avec ta femme et ta fille. D'ailleurs, vous êtes à Valberg, au Grand Air. Ça, c'est une chance. Qu'est-ce que tu as adopté comme nouvel usage, que ce soit dans ta famille ou dans la maison, que tu penses que tu vas conserver parce que finalement, ça te fait du bien ou c'est utile? Alors, je pense que là, aujourd'hui, en intramuros, on n'a pas changé grand-chose. On change les pratiques quand on va à l'extérieur. On va désinfecter les courses, on va se désinfecter les mains, on va laver les poignées de porte. On fait des petites choses qu'on va certainement continuer à faire. Le port de masque est automatique. Et je pense que le port de masque risque d'être un petit peu libéralisé dans certaines périodes de l'année en hiver ou à ces périodes de grippe, parce que les mesures barrières qu'on fait aujourd'hui contre le Covid, c'est les mêmes que l'on fait contre la grippe. Et peut-être qu'aujourd'hui, la grippe, il semble-t-il, a fait quand même moins de décès cette année que les autres années. Elle ait pu bénéficier aussi des gestes barrières qu'on a fait pour le Covid. Donc voilà. Après, tout va changer. Tu sais, l'écologie va changer. On voit le monde qui évolue différemment. On voit les animaux qui se rapprochent des maisons. Il y a des Ouais, choses, c'est dingue. la couche d'ozone qui change, la pollution qui. J'espère que nos politiques ne prendront pas que des mauvaises décisions et sauront aussi tirer une leçon de ce que la planète nous renvoie comme message. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'on n'oublie pas, tu vois, parce qu'on se rend compte que souvent dans l'action, c'est comme si on pouvait comparer, évidemment, il n'y a pas de comparaison, mais pendant les attentats, il y en a eu à Nice, à Paris, à Toulouse, enfin, et Londres et d'autres grandes de villes. Spontanément et dans l'immédiateté, tout le monde est dans la douleur, tout le monde applaudit la police, les forces de l'ordre, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on leur crache à la figure, donc on a quand même une capacité à oublier. Et je pense que c'est un peu dommage. Et il faudrait vraiment peut-être tirer ce constat et faire en sorte que chacun à sa mesure, on adopte pour l'avenir des petits gestes en tout cas qui nous permettent d'être plus forts les uns avec les autres, que on fasse aussi de notre territoire et de notre nation une nation forte, plus solidaire en tout cas Oui, qu'elle ne l'a été aujourd'hui. oui, il faut rester solidaire. Et puis, je crois aussi qu'il faut prendre conscience qu'on est préparé sur le plan militaire. Et Bill Gates l'avait bien évoqué. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo incroyable de Bill Gates en 2015, Oui, sur oui, laquelle il annonçait ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il nous disait, oui. ça, on est prêt. Il y a une telle intimidation militaire que les pays n'ont aucun intérêt à rentrer en guerre. Et que les guerres militaires, on a des soldats, on a des armées très puissantes. Mais ce qui nous manque, c'est une armée médicale. C'est-à-dire d'avoir des moyens, des hommes, de la technologie médicale. Il faut redonner des moyens à la médecine pour. Une puissance mondiale ne peut pas ne pas avoir une puissance médicale. On a pour l'impression qu'on est sous-développé aujourd'hui. Ça paraît indécent de dire on n'a pas de masque, on n'a pas de gel. C'est aberrant pour les gens comme moi, en tout cas, qui ne sont pas issus de l'environnement de la santé. C'est même pas une question qu'on aurait pu imaginer un jour. Après, l'évolution de cette crise, elle peut se faire de plusieurs façons. Si le professeur Raoult arrive à imposer son traitement et qu'il est réellement efficace, il avait à un moment donné communiqué sur un post sur son Instagram, je crois, ou son Twitter, il avait dit Covid-19, fin de partie. Mais si réellement son traitement est efficace, il est diffusé et qu'il marche, à ce moment-là, on peut imaginer que rapidement, on a un contrôle, on écrase le pic et que la vie économique repartira vite. Sinon, ça peut être celle d'une vague qui va doucement descendre avec peut-être des petits rebonds. Et voilà. Merci Frédéric, on a passé un moment en tout cas agréable. Je pense que c'est clair. Peut-être qu'on fera un point d'ici quelques temps pour voir un peu comment s'installent les usages et les pratiques et comment évolue le traitement sur notre territoire. Moi, je vous encourage évidemment à rester confinés. Ne sortez pas. Surtout, connectez-vous au site de la ville de Nice, de la métropole, du département, de la région sud. Beaucoup de services se sont mis à disposition, les commerçants, enfin vraiment, tout a été imaginé par les forces publiques pour vous encourager à rester à la maison. Donc, suivez les conseils. Vraiment. Et je pense qu'à Nice, on a beaucoup de chance parce que beaucoup de mesures efficaces ont été faites. Hein, oui. Et je crois qu'il faut remercier notre maire et puis tous ceux qui l'entourent. Vraiment, on vous embrasse tous. Moi, je vous embrasse tous à Nice. Et vous me manquez beaucoup. Et on reste connectés. Demain, je serai donc avec un acteur économique. Je serai avec Codage. Et on parlera donc, pareil, de sa forme de solidarité à l'endroit des personnels de santé. Comment elle, à sa mesure, elle essaye d'apporter sa pierre. Merci beaucoup, Fred. À très vite. Je vous embrasse tous les deux et profitez de Valberg.
Merci Marie, Merci. merci Rosine. Merci. Bisous à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.